Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Alors bonjour à tous et toutes, avec le public que nous avons aujourd'hui dans le cadre du Paris Radio Show pour cette table ronde qui va être consacrée au nouveau chemin de la formation audio. Alors, nous avons 4 intervenants autour de la table aujourd'hui pour en parler. Tout d'abord, Marianne Rigaud. Marianne, vous êtes journaliste de formation. Vous êtes responsable pédagogique pour samsa.fr depuis 2015. Vous concevez et mettez en œuvre des programmes de formation continue qui ont lieu en présentiel ou à distance. Et SAMSA accompagne plus largement les entreprises de tout secteur dans leur transformation numérique. Jusque-là, c'est correct, hein, il me semble. Tout à fait, je valide. Alors, Simon Ruben, deuxième intervenant du jour. Vous avez été journaliste radio pendant 10 ans, notamment à Europe 1. Vous avez été reporter, directeur du service des sports, présentateur de journaux, etc. etc. Vous avez enseigné aussi à l'école de journalisme de Sciences Po. Vous avez été maître de conférences pendant 6 ans. Vous avez été conseiller pédagogique pour cette même école. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du CFPJ à Paris, donc le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Parfait. Voilà, jusque-là, c'est correct. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous m'entendez correctement? Ok, très bien. Nous avons ensuite Marianne Rigaud, on l'a déjà. Karine Fillot. Donc Karine, vous êtes pionnière dans le podcast, vous expérimentez ce genre déjà depuis 2017. En 2007, j'ai dit 2017 ? Pardon, 2007 effectivement, avec la web radio associative Kill2 FM. Vous avez travaillé pour Radio France entre 97 et 2016 et vous avez été la créatrice, et vous êtes toujours la fondatrice et la directrice de la start-up Elson, donc un projet global autour du podcast qui articule du coup la recommandation, la formation professionnelle et qui dispose aussi d'un studio de création. Ensuite, nous avons Sylvain Delfaux. Donc Sylvain, vous êtes le fondateur de Radio Laser, qui est né en 1992, défini comme un média citoyen de proximité. Vous êtes également le fondateur de la Skol Radio, qui est née en 2011 et qui forme au métier de la radio, notamment avec la formation certifiante devenir animateur-animatrice radio, secrétaire général du syndicat national des radios libres, journaliste, conseiller prud'homme. Et pour la petite histoire, vous avez récemment fêté les 30 ans de Radio Laser et des anciens sont venus célébrer du coup cet anniversaire pour une émission spéciale qui se trouve sur le site internet. Alors je vais aussi brièvement me présenter puisque je suis modératrice aujourd'hui pour cette table ronde et qui me concerne aussi directement et qui m'intéresse tout autant puisque je suis chargée de projet podcast pour l'école de communication de l'UC Louvain en Belgique, donc dans le cadre universitaire où on mène un projet pilote de création de podcast comme support pédagogique avec les profs d'université et où on accompagne les étudiants dans la création de podcasts. Et du coup, j'en viens directement à ma première question puisque je constate avec vos bios respectifs, que vous êtes tous journalistes de formation, tous impliqués à l'heure actuelle dans... Non, c'est pas correct? C'est incorrect? Vous, Karine, vous l'êtes pas? Ah, j'étais sûre que vous l'étiez. Vous avez travaillé à Radio France Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis rentrée à Radio France après mon bac. Donc j'ai fait un peu l'école du journalisme et de la radio à Radio France. Mais pas de notre formation. Ok, donc vous travaillez dans le domaine du journalisme, on peut dire ça, puisque Radio France, par rapport au poste que vous avez eu. Peut-être c'est une manière d'amorcer les choses, mais pour moi, le journalisme, vous êtes journaliste quand vous êtes dans une rédaction, mais vous avez des pratiques de journaliste, des pratiques journalistiques
sans avoir forcément de carte de presse. Ok, voilà. Alors passons là-dessus. On va dire que c'est anecdotique, mais en tout cas, on a... Alors, je pense pas que ce soit anecdotique parce que aujourd'hui, le podcast, il est c'est pas ce que vous dites qui est anecdotique, mais le fait que, bien sûr, que vous ayez le même profil. Je vous laisse reprendre. Je pense qu'on va directement enchaîner. Donc, nous avons 3 journalistes de formation, une personne en plus qui a travaillé dans les médias, notamment Radio France. Et du coup, vous êtes tous impliqués aujourd'hui dans la formation. À l'université, on parle de formation initiale, donc vraiment quand on suit des études vraiment de premier et deuxième cycle. Ici, dans le cadre des organismes que vous venez représenter, on parle de formation continue. Donc des formations d'une durée de parfois quelques heures, quelques jours, quelques mois. Et du coup, ma question, que je vais tout d'abord adresser à Simon, c'est peut-être la demande. Donc, Simon, vous êtes journaliste et vous travaillez pour un organisme qui propose des formations aux journalistes, des formations de perfectionnement. Est-ce que vous constatez une demande, une nécessité par rapport aux études initiales, aux expériences initiales? Oui, clairement. Donc nous, le CFPJ, on propose plusieurs formations en podcast de durée variée, comme vous l'expliquiez. Ça va de 1 jour quand on veut découvrir un petit peu le milieu, jusqu'à 2 semaines quand on veut vraiment partir de zéro et être capable de faire un premier épisode de podcast. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une nécessité de se former à la fois de la part des journalistes, parce qu'il est vrai que la formation en podcast, pour ce qui est de la formation initiale, pour les étudiants, les post-bac, etc., elle arrive dans les écoles de journalisme, elle n'est pas encore généralisée, c'est souvent plutôt une option. À la différence de la radio, qui reste une filière assez institutionnalisée, on va dire. Donc souvent, on a des jeunes journalistes qui n'ont pas forcément fait de podcast, qui ont fait un peu de radio. Donc eux vont avoir besoin de se former 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 15 ans plus tard. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque, nous au CFPJ, on a vraiment 2 publics. On a des journalistes et puis on a des communicants. Parce que les communicants ont besoin d'utiliser des techniques journalistiques, parce qu'ils aiment être formés par des journalistes, et ils ont notamment ce besoin de formation en podcast, vraiment à tous les niveaux, et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et on a du coup des publics assez différents. On a des journalistes qui s'écrivent depuis très longtemps, des journalistes de télé qui veulent développer une pratique sur le podcast, des communicants, des patrons de musées, des juristes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est sans doute la formation qui va réunir un panel le plus hétéroclite de participants. C'est ça. Donc ici, l'organisme annonce ça à destination des journalistes, mais effectivement, et je pense que ça va vous concerner tous, toutes et tous, il y a quand même un public finalement très hétérogène dans les gens qui viennent en demande de ces formations. Je pense qu'on a des ADN du coup assez différents. Nous, alors juste pour venir sur ce qui était dit sur les étudiants, c'est vrai que généralement quand ils passent par des écoles de journalistes, la filière radio, il y a peu d'élus dans cette filière radio, puisque derrière on essaie de professionnaliser avec des postes en radio et des postes en journalisme radio, il y en a quand même peu. Du coup, nous on a un public de journalistes parfois qui vient nous voir et il aurait bien aimé à un moment donné faire radio, sauf que il n'y avait pas cet accès-là. Et le podcast aujourd'hui, c'est du coup finalement une porte ouverte vers une autre manière d'accéder à de la radiophonie, parce qu'à la fin le podcast c'est aussi de la radio, c'est de la pratique journalistique, c'est du savoir-faire radio, mais finalement par un autre biais, par un autre regard, par une autre temporalité aussi, puisqu'on n'est plus sur du flux, on n'est plus sur de l'exercice formel du journalisme non plus, on va vers le programme aussi, vers un autre type de contenu. Donc ce public de journalistes, nous on forme souvent des journalistes, mais beaucoup plus finalement dans des médias que en formation. Donc il y a 2 types de formation, ce qu'on appelle l'inter-entreprise. On a des gens qui viennent de tous horizons, et on a l'intra dédié à des entreprises ou des médias. Donc voilà. Donc des publics effectivement et alors, du coup, assez hétérogènes. Dans le public inter, alors là, notre particularité, donc je pense que c'est une de nos particularités en tout cas chez Elson, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se forment par eux-mêmes, parce qu'on a un accès à l'autofinancement. Du coup, qui se forment par eux-mêmes, vous voulez dire avant d'arriver chez vous, sans utiliser le CPF, sans utiliser les OPCO, leur employeur, etc. À titre personnel, qui se forment à titre personnel, puisqu'on peut se former à titre personnel. Et du coup, ce public-là, il est complètement différent. Il peut venir de la com. On a eu un moment, on a eu beaucoup de profs, et donc on se rend compte que
derrière, on doit un peu adapter, parce qu'il n'y a pas un seul podcast, il n'y a pas un seul format de podcast, donc il n'y a pas plus on avance dans la question du podcast, plus qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on le voit bien sur différents événements ici, le podcast d'apprentissage, c'est pas le même que le podcast comme un objet de média avec de la pratique journalistique, peut-être du reportage, de l'enquête. Le podcast de conversation, c'est comment les techniques d'interview, on va essayer d'être dans l'apprentissage des savoir-faire radiophoniques pour peut-être associer le meilleur de la conversation au meilleur de la pratique de l'interview. Alors, je vous coupe, Karine. Je vais juste me tourner vers Marianne, justement, pour compléter un petit peu cette question. Marianne, donc vous, c'est SAMSA, où vous proposez aussi un panel varié de formation, de durée variable aussi, et avec un accompagnement, d'ailleurs, dans certains cas, au-delà de la formation en tant que telle. Est-ce que les gens viennent pour se professionnaliser ou est-ce qu'ils viennent pour un intérêt personnel ou est-ce que vous voyez un petit peu de tout aussi ? On a de tout à samsa.fr. Je rejoins ce qui a été dit par Simon et Karine. Le podcast est la formation qui attire le public le plus hétéroclite. Je crois que le profil le plus atypique qu'on ait eu, c'était une prof de yoga qui voulait faire son podcast. Pourquoi pas ? Mais donc, on a des journalistes, on a des communicants qui sont habitués à produire des contenus, à délivrer des messages, on va dire, efficaces, à raconter des histoires. Mais on a aussi plein de profils de personnes beaucoup plus éloignées du monde du son, du monde de l'information et du monde des contenus numériques. Donc, nos formations, notamment lorsqu'on est en inter-entreprise, c'est-à-dire dans des groupes diverses, avec des personnes qui viennent de diverses entreprises, nos formations doivent arriver à satisfaire tout le monde. C'est très difficile quand on est dans un groupe hétérogène d'arriver à satisfaire les différentes attentes et à répondre aux différents niveaux. Mais on y arrive, notamment en limitant les groupes. Nous, en présentiel, c'est 8 personnes. Si on forme en classe virtuelle, c'est 6. Donc, on a des gens qui viennent très débutants. Il y a des gens qui viennent se professionnaliser. D'ailleurs, des journalistes de radio viennent aussi se former au podcast. Parce que la radio et le podcast, c'est pas la même chose, c'est pas la même écriture, c'est pas les mêmes démarches de production, de réalisation, c'est pas le même temps qu'on accorde au projet. Donc on a des journalistes de Radio France, on a des journalistes de radio associative qui savent très bien enregistrer du son, ou certains qui savent très bien monter du son, mais qui ont besoin d'accompagnement dans l'écriture, et c'est là que notre accompagnement dans la durée va prendre tout son sens pour ce genre de public qui soit se professionnalise, soit débute, mais des publics qui veulent sortir un beau projet, qui vont venir se former et qui, au-delà de la formation, vont nous solliciter pour du suivi de projet, pour qu'on arrive à les emmener jusqu'à la sortie de leur premier épisode, pour arriver sur le marché qui est très concurrentiel dans le podcast, avec un produit parfait. Alors justement, vous en parlez, il y a pas mal de compétences diverses, même dans le domaine du podcast à proprement parler, qui ressemblent à la radio parce que ce sont les mêmes matériels, etc. Mais on est d'accord que les pratiques sont quand même quelque peu différentes. Le podcast explose littéralement chez nous depuis quelques années. Je me tourne vers vous, Sylvain, puisque vous n'avez pas encore pris la parole, mais ça vous concerne aussi. Donc, de votre côté, il y a une formation en animation radio. Il y a également des formations, notamment pour la création de podcasts. Est-ce que les gens, les publics que vous rencontrez sont similaires en radio ou en podcast ? Est-ce qu'il y a des spécificités ça vous inspire, Oui, ça m'inspire parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de podcasts. Après, il y a des radios qui font du podcast, mais en fait, c'est juste de la radio en replay, quoi. Il faut pas se tromper, en fait. Pour le moment, il y a effectivement une économie naissante et il y a beaucoup de concurrence, comme vous le disiez. Donc, à un moment donné, il faut. Donc, nous, on propose dans la formation longue, il y a un bloc de compétences autour du podcast, mais c'est plutôt l'écriture podcast, c'est-à-dire l'écriture de la mise en ligne sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, des choses qui ont été produites par les animateurs et les animatrices radio.
Ensuite, nous, on propose des formations courtes pour aller chercher du financement, du podcast de marque, par exemple, ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on est dans un boom, mais on le voit. On a aussi, nous, beaucoup de demandes où des gens qui se sont lancés dans le podcast se sont rendus compte que c'était pas si simple que ça. Parce on a cru pendant un moment que c'était très simple. Tout le monde s'est dit, waouh, on y va. Et puis, on se rend compte qu'il faut des compétences. C'est un métier. Et donc, pour une prise de son, pour le montage et compagnie, l'écriture même. Et donc, nous, on propose des formations autour de ça. Oui, effectivement, comme vous le soulignez bien, il y a ce côté accessible du podcast en termes techniques, où on pourrait croire que c'est effectivement facile d'en faire, et c'est vrai, il y a beaucoup de moyens techniques aujourd'hui qui rendent ça possible, mais c'est vrai qu'avoir un épisode de qualité, c'est encore autre chose. Avoir les codes aussi du podcast, tout comme la radio a ses propres codes, c'est aussi, ça peut aussi être le fruit d'apprentissage. Et du coup, par rapport à ces multiples compétences qu'on est censé mobiliser, vos formations, est-ce qu'elles sont anglais? Donc là, vous nous parlez d'écriture radio. Est-ce qu'elles sont anglais sur des aspects? Et est-ce que c'est même indispensable qu'elles le soient? Marielle? Alors, à samsa.fr, en 2018, on a créé notre première formation podcast d'une journée qui consistait à apprendre à concevoir, écrire, diffuser. Au bout de la journée, on fait remplir une évaluation à chaud à chaque fois en formation pro. Et dans les commentaires, les gens nous disaient c'est bien, j'ai appris à écrire un podcast, mais maintenant, il faut que j'apprenne à enregistrer du son, à le monter. D'accord. Donc, on a créé une deuxième journée où on apprend à enregistrer du son proprement, du son de qualité, parce qu'un podcast avec un son tout pourri, clairement, on ne l'écoute pas. Monter du son, pareil, il faut un montage nickel. Et puis exporter, compresser, mettre en ligne le podcast aux normes de compression d'une plateforme. Donc ça, c'est la deuxième journée qu'on a créée. Et dans les évaluations à chaud, les gens nous disaient « Oui, c'est bien, maintenant, je sais concevoir, je sais enregistrer, monter. Bon, il faut que je pratique quand même, parce que ce sont des nouvelles compétences, donc il faut que je m'y mette. Mais je ne sais pas parler dans un micro. » Donc on a créé une troisième journée. Sur la base de ces retours qui s'appelle écrire pour l'audio et prendre la parole dans un micro. Parce qu'il y a plein de journalistes et de non-journalistes, a fortiori, pour qui c'est pas du tout intuitif de poser sa voix dans un micro, de trouver le bon ton, d'avoir les mots pour l'oral. On n'écrit pas de la même façon pour l'oral que pour l'écrit. Et puis animer une discussion quand on est dans un podcast de talk. Donc, on a fait des journées spécifiques et on a fait en sorte que les personnes puissent suivre 1, 2 ou 3 journées qui sont toujours placées dans le calendrier à la suite. Donc, on a des personnes qui viennent, qui font les 3 d'un coup. Il y en a qui viennent faire la journée 1, apprendre à concevoir, leur projet mûri. Ils reviennent 3 mois plus tard faire la journée 2 sur la technique. Leur projet avance et puis parfois, ils reviennent faire la journée 3 sur la voix. Donc, comme les journées sont très denses et qu'on apprend plein de nouvelles choses d'un coup, pour nous, c'était important de faire des journées donc anglais spécifiques sur chaque pan nécessaire à l'apprentissage du podcast. Karine, vous souhaitiez réagir? Nous, on est passé complètement par un autre chemin, puisque en fait, avant de faire un organisme de formation, on faisait des ateliers en 2015, 2016, 2017. Donc, on a vu le public arriver plutôt au départ un public de particuliers. Moi, ce que j'appelle un apprenant entreprenant, parce que c'est pas qu'un projet en fait, un podcast, c'est presque une mini-entreprise quand on veut le faire et quand on se pose la question de je veux le faire sur un temps long. On pose toujours cette question à nos apprenants. Posez-vous cette question, votre podcast a-t-il une fin? Et qui perdra l'appétit en premier? C'est une première introduction à expliquer que soit vous faites du flux avec un podcast, en le commençant sans savoir forcément quand est-ce qu'il finit, vous créez votre propre média, ou alors vous faites un contenu patrimonial qui peut tenir en 6, 7, 8 épisodes, etc. Déjà, c'est 2 approches de projets différents. Du coup, en observant un petit peu tout ça, alors évidemment, on a aussi évolué. Au départ, c'est une formation de 14 heures. Maintenant, c'est 28 heures avec 3 jours en présentiel et les journées sont balisées d'une même manière avec des apprentissages techniques, etc. Mais notre approche, c'est le contenu et les usages. Ayant passé pas mal de temps aussi sur du numérique, sur des questions de web radio associative il y a quelques années, c'est se dire, vous n'êtes pas à la radio quand vous faites un podcast. Donc à la radio, il y a presque une audience qui est déjà un peu acquise. Elle est là, elle existe parce qu'il y a la radio. Le podcast, c'est pas le cas. Et encore aujourd'hui, plus que jamais, vous vous retrouvez à travers des plateformes. Et donc, à la fin, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez à raconter? Donc cette question de l'écriture,
Alors, on l'aborde avec l'écriture d'un billet d'humeur ou d'une chronique, mais c'est aussi une écriture radiophonique, une forme à la fois une projection de ce que sera une séquence de son et de temps, un podcast, son renouvellement. Donc, on s'est doté d'outils qu'on a fait évoluer, notamment un outil de note d'intention à la fois stratégique pour le projet et éditorial. Stratégique parce qu'on pourrait presque se poser la question de commencer par la fin en se disant mais à qui je m'adresse? Parce que c'est ça aussi une des grandes différences entre la radio et le podcast, c'est qu'en podcast, on peut faire un entonnoir avec un public de niche. Et nous, dans les publics, finalement, les plus atypiques qu'on a eu, un jour, c'était un psychiatre qui est venu et qui voulait faire un podcast, voilà. Et c'était avant en thérapie. Hein, mais du coup, la question, c'est qui ce public? Et donc, c'est l'éditorialisation au final, parce que si on veut que son podcast rencontre un public, eh bien, à un moment donné, il faut quand même, comme dans n'importe quel média, il faut réfléchir en fait à une offre. Cette offre, il faut l'écrire. Et donc voilà, une note d'intention où on pose le projet, l'intention, comme le ferait à la fois un auteur pour certains, mais pas uniquement. Donc on aborde aussi ces questions-là parce que l'idée derrière, c'est quoi? L'idée, c'est d'arriver à professionnaliser aussi des gens. Donc on a un temps d'accélération pendant la formation, mais le fait de se dire le préalable, c'est 3 heures en amont de venir en présentiel à la formation pour écrire un billet d'humeur et commencer votre note d'intention et la partager au formateur ou en l'occurrence à la formatrice, c'est déjà se mettre dans une dynamique de projet et on en attend quelque chose. C'est déjà formation. Les bases. Voilà. Et pareil, à la fin de la formation, 10 jours après, c'est la finalisation. Et puis on a créé, parce qu'au départ, ça partait d'ateliers, on a créé une communauté d'alumni. Donc on suit leurs projets au long cours, que ce soit les projets des entreprises ou bien les projets des apprenants. Alors justement, effectivement, j'ai vu ça. Et comment vous les suivez, les alumni? Alors on a créé un accompagnement. Il y a plusieurs choses. On a créé un groupe WhatsApp et puis un Slack collaboratif où tous les apprenants, les entreprises aussi peuvent y avoir accès. Donc on va relayer les nouveaux supports pédagogiques. Donc ils ont accès à la plateforme pour nous à vie. Et on va relayer les nouveaux supports pédagogiques, les appels d'offres, quand il y a l'aide sélective sur le podcast qui sort. Donc vous les suivez vraiment pour aussi finalement l'insertion après dans le domaine du podcast. Alors l'insertion, c'est un grand mot, c'est-à-dire que souvent c'est l'autonomisation. Parce qu'en réalité, un podcasteur, aller frapper à la porte d'un média et dire bonjour, j'ai un podcast, est-ce que tu veux le produire? C'est hyper compliqué. Et parfois, on voit que les freins, ils peuvent être aussi sur des aspects numériques, etc., réseaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, on a des anciens apprenants qui nous demandent comment faire leur site web pour leur podcast. Alors parfois, ils le font avec les plateformes qui existent, mais voilà. Et donc, cet accompagnement, pour les particuliers ou pour les salariés qui viennent se former, parfois, ça passe par cette communauté d'alumni. Et puis, de la même manière que Samsa l'évoquait, chez Elson, comme on est aussi un studio de production, on découpe parfois pour des entreprises, on découpe parfois nos interventions entre un temps de formation qui peut parfois être séquencé sur peut-être 2 ou 3 mois. Parce que c'est quand c'est le moment de former quelqu'un en montage audio, peut-être que c'est juste 1 mois après l'avoir formé à l'acculturation du podcast et à une note d'intention. Donc là, on vient de faire une mission auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc on les a accompagnés en formation et au maquettage, épisode 0, épisode 1. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens dans la salle du Quai d'Orsay, donc qui est sorti, s'appelle Source diplomatique, et c'est une équipe interne, c'est une task force, donc il a fallu les former. Donc temps de formation comme en n'importe quel organisme de formation et une partie d'accompagnement à la production parce que ça se fait sur un temps long. Excusez-moi Karine, je vais devoir vous couper parce que voilà, c'est tout ça pour dire que ça se fait sur un temps long, sur une période qui peut être de 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que voilà, c'est comme beaucoup de formations. Si on veut ensuite qu'il y ait quelque chose qui en sorte, il faut passer. Oui, il faut quand même un petit peu prendre le temps d'apprendre, justement. Alors, Sylvain, justement, je reviens sur cette question de l'accompagnement. Donc, on le disait tout à l'heure, vous avez des anciens étudiants qui sont revenus pour cette formation, cet anniversaire, donc cette émission spéciale pour les 30 ans. Vous avez aussi cette espèce de communauté d'anciens. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi ce parcours de facilitation dans le réseau radio, podcast? Alors, pour la radio, pour les 30 ans de la radio, c'est vrai que bon, il y a la radio qui existe depuis 30 ans et l'organisme de formation qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Et donc, on a mélangé les deux là pour ces 30 ans. Il y avait aussi la remise des diplômes puisque la formation est certifiante. Et donc, il y avait la remise des diplômes des 4 dernières promotions en même temps. Donc oui, on mélangeait... Simon a travaillé à RTL, je crois, pendant un moment, et donc il y avait Julien Cellier qui est tous les soirs sur RTL, et donc qui connaît, qui est un ancien de Radio Laser, qui est quelqu'un parce que les radios associatives forment beaucoup. On n'est pas organisme de formation, mais on forme beaucoup. Quelqu'un qui est un jour rentré, il voulait être prof d'histoire, Julien.
il est rentré, il a animé une émission de hip-hop avec moi, et un jour il a dit je veux faire ça, et il est devenu journaliste, il est sur RTL, ou d'autres comme Guillaume Janton, que moi j'ai connu à 12 ans, et il voulait faire de la radio, je l'ai accompagné pendant 5-6 ans, et aujourd'hui, bah voilà, c'est quelqu'un qui fait de la radio depuis longtemps, parce qu'il était sur Europe 1 aussi, je crois, pendant un moment, et là il sera sur Virgin à la rentrée, donc on a cet ADN de formation. Formation, alors longue aussi, parce que nous, la formation certifiante, elle est sur 6 mois, elle est pas sur, c'est pas des formations courtes, il faut quand même. Mais oui, après, je me souviens plus de la question. Mais par rapport à cet accompagnement de vos anciens, donc qui viennent en formation, et puis après, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même vous gardez une communauté d'anciens. Ouais. Bah en fait, surtout sur les formations, la formation longue, en fait, parce que on vit une expérience de 6 mois, en fait. Nous, on a plein de formations courtes où là, ce sont des gens déjà de radio, donc ils se rencontrent et c'est très bien parce qu'ils aiment se rencontrer. Mais là, on digitalise quand même beaucoup les formations parce que c'est dans l'air du temps. Mais la formation longue, on voit que les gens ont envie de venir. En fait, ils n'ont pas envie alors de temps en temps, 2-3 jours comme ça, on dit de loin, mais ils veulent vraiment venir se rencontrer parce que c'est un peu comme à l'école quand on vit quelque chose pendant 6 mois. Et donc ensuite, la communauté, là, nous, on a un stand et en fait, ils sont déjà 3-4 d'anciennes promos. Ils sont juste venus nous voir, quoi. Alors, ils en profitent, hein, bien sûr, pour le Paris Radio Show, mais ouais, parce qu'en fait, on vit quelque chose et puis tout le monde est passionné par la radio. Les formateurs, les formatrices sont des professionnels, donc il se passe quelque chose. Il n'y a pas un prof et des élèves. On est ensemble, on apprend ensemble. Moi, j'apprends de mes élèves, enfin de mes stagiaires, parce qu'ils sont jeunes, ils ont des idées, et qu'on se dit ouais, c'est comme ça qu'on fait. Donc je pense que c'est important, c'est une communauté. Alors j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu la question de l'évolution des pratiques, hein, qui est certainement dans l'air du temps avec la période qu'on vient de vivre et qui a quand même changé pas mal de choses du point de vue des pratiques. Simon, je me tourne vers vous. Donc, les formations du CFPJ, voilà, comme vous l'avez dit, attirent toutes sortes de publics. Mais est-ce que du point de vue journalistique, du point de vue des médias aussi, est-ce qu'on sent vraiment une évolution des pratiques et une nécessité d'évoluer et de proposer des formations qui sont autres finalement par rapport à avant? Oui, clairement aussi parce que peu importe les médias, peu importe les rédactions, aujourd'hui, c'est quand même la prime à la polyvalence, à la capacité à faire autre chose que de la presse écrite si on est en web ou en presse écrite, à faire autre chose que de la radio pure si on est en radio. Et nous, je sais que par exemple, on a un parcours de reconversion journaliste qui est pour le coup assez long, et on a dans ce parcours du podcast, du data journalisme, des pratiques assez ciblées comme ça. Parce qu'on sait que derrière, ce sont des gens qui vont piger, qui vont être freelance, et ils ont besoin de ces plus-values-là. Ils ne vont pas être un pro du podcast, mais ils vont être capables d'imaginer des contenus en podcast, de décliner tel reportage en podcast. Donc, on voit bien à quel point ça peut être précieux. Et moi, je vois quand j'étais à Europe 1, il y a la radio Europe 1, et puis ensuite est né, il y a quelques années, Europe 1 Studio, qui s'occupe de produire des podcasts. Et donc là, pareil, ça a demandé quand même un minimum de formation pour les gens qui ont pu transiter de la radio vers ce studio interne. Et c'est ça dans beaucoup de médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias classiques dit classiques, hein, mais qui font du podcast. Le Monde en fait, l'Express en fait. Et donc, on voit bien aujourd'hui ces rédactions-là essayent d'aller chercher des anciens de radio ou alors des gens qui ont plutôt démarré dans le podcast. C'est assez rare encore les profils de gens qui ont fait de la radio puis qui sont vraiment spécialisés dans le podcast. C'est assez rare. Moi, j'ai des très très bons amis qui sont brillantissimes, qui n'ont jamais fait de radio, mais qui produisent des podcasts. Ils n'ont jamais parlé dans un micro à la radio. Et je pense que ce profil-là aussi va être intéressant. Donc, on voit bien que il y a ce besoin, et puis c'est un besoin aussi humain à un moment, on a envie d'apprendre autre chose, et puis l'écriture du podcast, de prendre le temps de raconter des choses qui peuvent être peut-être parfois plus personnelles, plus intimes. Est-ce que c'est pas ça justement qui attire le plus les gens dans le podcast? Oui. C'est le fait de prendre le temps de créer et d'écouter d'ailleurs, et cette envie de raconter. Oui, parce qu'on est moins dans une logique de news comme on peut l'être sur du reportage, sur de la radio pure. Et on est sur un exercice qui est finalement quelque chose d'assez commun, sans doute à nous tous et toutes, c'est qu'on aime raconter des histoires. Et on aime qu'on nous raconte des histoires. Donc après, elles vont être informatives, elles vont être le podcast de fiction, à mon avis, a un bel avenir devant lui. Et on sent bien qu'il y a cette dimension humaine par rapport à cette matière qui est beaucoup plus malléable que le news, où on peut se permettre davantage de choses et aussi où peut-être les codes sont pas encore tous très définis. Et moi, j'ai écouté un podcast qu'un de nos apprenants avait fait.
Et j'ai adoré parce que vraiment, la voix n'avait rien à voir avec ce que je connaissais. Et un journaliste radio aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voix, etc. C'est nul, machin. Et sauf que c'était une voix différente et il racontait son histoire et c'était excellent puisque c'était authentique. Et c'est ça aussi qui est plaisant avec le podcast, c'est que c'est pas encore figé par tout un amas de codes. Ça reste très libre dans les formats, dans les durées. Après, il y a des cohérences à avoir, etc. On raconte pas une histoire n'importe comment. Il y a un souci du détail, etc. Mais il y a une liberté, la liberté de prendre le temps, la liberté de creuser l'intime, la liberté de faire de l'introspection, la liberté d'être soi, la liberté d'écouter les autres, de l'empathie, que peut-être parfois on a perdu sur le news. Bah, ça rejoint la question des usages, c'est-à-dire que le podcast chaud d'actualité, aujourd'hui en France, c'est compliqué. Je me souviens des courbes pendant des années du podcast. France Culture, c'était ça. France Info, c'est plus compliqué parce que les usages numériques, être alerté en audio par une news, bah non, vous préférez une notif du Monde en fait, c'est beaucoup plus rapide, plus direct. Prendre une habitude d'écouter un podcast de news, ça commence et c'est l'offre peut-être qui va d'ailleurs drainer les usages avec ce qu'ont lancé Le Parisien, Binge Audio, etc. Mais du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément dans les codes du journalisme, parce que le rapport à l'immédiateté, au fait de se dire, ben on mène une enquête là où non, maintenant la radio, elle fait ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs les gens qui sont en radio, ben, quand on a fait de la radio, la notion du direct, l'ADN du direct, le fait de parler tout de suite à une communauté d'audience dont on voit déjà les contours, dont on peut palper aussi l'audience, etc., c'est complètement différent. Du coup, on n'est plus complètement dans les codes du journalisme, on serait plus peut-être dans le magazine ou dans le programme, la fiction. On voit qu'effectivement, il y a une appétence sur la fiction. Donc, on a lancé l'année dernière notre première formation à la fiction avec un réalisateur de fiction de France Culture qui a bien marché. On n'a pas du tout un public qui venait de la radio. On a un public qui était du coup plus axé sur l'écriture en tant que telle, la formation en fiction. Alors attention, c'est une formation de 4 jours. Donc, en fait, c'est avec des préalables qui sont la notion de projet ou la notion déjà d'expérience. Et donc, on a eu beaucoup plus des gens qui venaient de l'audiovisuel, du théâtre ou de l'audiovisuel. Alors que c'est plutôt logique en fait, parce que du coup c'est des gens qui ont déjà une pratique de l'écriture un peu fictionnelle ou documentaire aussi. Hein. Là on lance une sur le documentaire bientôt, mais par exemple la formation sur le documentaire, on est à cheval entre le reportage radio et l'aspect documentaire fouillé, parce qu'après il y a une réalité derrière, c'est que faire un podcast, une série documentaire, pour le faire, si on le fait à titre personnel, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on adapte d'ailleurs aussi nos outils pédagogiques à ce qui est en train de se dessiner sur le podcast, c'est-à-dire la première aide sélective du ministère de la Culture qui a commencé en septembre, qui a sélectionné 113 auteurs et autrices pour financer un premier volet d'écriture, documentaire et fiction, parce que ce sont deux genres qui sont plutôt des genres de programmes, des genres qu'on peut retrouver en radio, mais on va pas retrouver ça sur une grille toute la journée évidemment. Donc ça nécessite forcément à la fois nous qu'on suive le bon moment pour proposer la bonne formation au bon public, parce que ce public, il évolue, et que peut-être même quelqu'un qui a commencé par faire un podcast personnel de conversation ou d'interview, au fur et à mesure de sa pratique, va aller sur le reportage. Et puis, s'il a une envie d'écriture au sens de récit, d'histoire et pourquoi pas de fiction, il va aller vers la fiction. Mais pour l'instant, c'est plutôt un autre public qui s'intéresse à la fiction radio. Ce sont plutôt des auteurs, et on le voit bien, toutes les séries qui sont produites aujourd'hui pour certaines plateformes, c'est pas des gens de radio. Ceux-là, d'ailleurs, ils travaillent plutôt pour France Culture. Enfin, mais alors, ou parfois, ils sont communs. Ceux qui travaillent pour France Culture comme auteurs vont aller démarcher, voilà. Mais donc, c'est des choses qui vont évidemment se développer. On voit qu'il y a une appétence sur ces formats. Alors, je reviens justement à cette évolution des pratiques et je me tourne vers vous, Marianne, parce qu'il y a une formation qui est dispensée par SAMSA en toute autonomie, donc qui se déroule, je pense, sur plusieurs mois, et c'est vraiment de l'e-learning pur. Donc là, c'est déjà un type d'apprentissage tout autre qu'en présentiel. Oui, alors en 2018-2019, toutes nos formations podcast étaient en présentiel. 2020, Covid, comme tout le monde, impossible de faire des formations en présentiel. Donc c'est là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on propose ? On s'était déjà formé au e-learning avant, toute l'équipe à SAMSA. On avait suivi une formation nous-mêmes sur comment concevoir, produire, commercialiser du e-learning. Et quand on en parlait à nos clients, personne n'en voulait. Donc les gens voulaient des formations en présentiel. Et donc là, on était confinés, donc on s'est dit, c'est le moment, concevons, produisons des formations en e-learning. On n'a que ça à faire de toute façon, allons-y.
Et donc, on a choisi 6 sujets de formation sur ce qu'on sait faire de mieux. La vidéo mobile, le podcast, les réseaux sociaux, la veille, les outils collaboratifs et la créativité éditoriale. Et donc, on a créé une formation comme ça sur le podcast qu'on suit sur une plateforme en autonomie, donc à son rythme, sur une durée de 5 heures. Et 6 heures en tout avec un temps de webinaire, de synchrone, donc avec la formatrice qui avait incarné, conçu cette formation en e-learning. Donc ça, c'était 2020. Et en 2021, on a poussé le cran un peu plus loin parce qu'on voyait que ça plaisait, que ça intéressait. On a créé une autre formation e-learning en version 14 heures, donc un peu plus conséquente, où on apprend à comment créer, lancer son podcast de A à Z, sans faire de fausses promesses. Évidemment, c'est le risque quand on fait des formations courtes. On ne va pas garantir aux gens qu'après notre formation, ils vont lancer un podcast à succès. On peut pas Souvent, on vient nous voir pour ça. Hein. Bonjour, je veux faire un podcast qui soit beaucoup écouté. Alors, oui, mais on ne peut pas vous le promettre. Enfin, on peut vous donner des clés, des bonnes pratiques, etc. Mais donc, sur 14 heures, les personnes apprennent à écrire leur podcast. Il y a des exercices, évidemment. On upload sur une plateforme ce qu'on a écrit, ce qu'on a enregistré, ce qu'on a monté. C'est écouté par nos soins, on peut faire des retours. Les personnes peuvent aussi échanger, les apprenants peuvent échanger entre eux sur la plateforme en mode forum, en mode chat. Et ça marche pour certains publics, notamment des publics qui ne sont pas à Paris. On a tendance à avoir une vision un peu réduite de la formation professionnelle aux formations que l'on propose en présentiel à Paris. C'est pas ce qu'on veut faire à SAMSA. On travaille beaucoup avec la Belgique, la Suisse, l'Afrique francophone, donc on veut vraiment pas rester qu'à Paris. Mais c'est pas facile de proposer des formations en région pour des questions d'effectifs, de dates, de lieux. Donc là, ça permet de s'ouvrir à tout un pan de public qui viendrait pas se former à Paris. Et une fois qu'on a fait ces formations en e-learning, pardon, je suis très malade avec les pollens, c'est horrible de parler. Enfin, non, pas horrible par rapport à vous, par rapport à mon nez. On s'est rendu compte que la formation en e-learning a beaucoup d'intérêt au niveau de l'autonomie, au niveau du rythme. Chacun peut aller à son rythme. Mais les gens ont quand même besoin de contact, ont besoin d'échanges, ont besoin de pouvoir avoir un peu un équivalent de présentiel, c'est-à-dire un moment synchrone avec le formateur ou la formatrice. Donc maintenant, on fait des formations plutôt hybrides sur le podcast, c'est-à-dire un temps de classe virtuelle avec le formateur ou la formatrice qui a conçu, incarné le e-learning, puis les gens suivent leur e-learning, puis ils ont de nouveau un temps de classe virtuelle synchrone avec la personne. Donc, Marianne, vous constatez quand même alors une augmentation de l'efficacité et de l'investissement dans cette formule hybride par rapport à la formule en autonomie totale? Oui, parce que on a besoin d'être impliqué dans un projet malgré tout, oui. Projet d'apprentissage. Et puis surtout, on étale sur un temps plus long que nous on connaît pas par rapport à School Radio par exemple. On a toujours fait des formations courtes en présentiel, donc les gens on les découvre le matin et le soir on les lâche dans la nature et ils vont peut-être faire leur podcast ou pas. Donc parfois on a des nouvelles, on est super content, le podcast sort. On n'a pas de communauté d'apprenants comme chez Elson. C'est difficile à animer pour des formations courtes. Donc nous-mêmes on est un peu frustrés de pas savoir si la formation qu'on a animée pour un groupe sur une journée, 2 jours, 3 jours a servi à quelque chose ou pas. Donc là, le fait d'étaler avec classe virtuelle, puis suivi du e-learning, puis classe virtuelle sur 3 semaines ou un peu plus, fait que les gens mûrissent davantage leur projet, ont plus de chances d'aller au bout. Donc je pense qu'il y a un peu plus d'impact dans l'action de formation. Et le podcast nécessite ce temps long, je pense, dans la formation et ensuite dans la production. Alors Sylvain, je viens à vous. Justement, dans cette question de distanciel, vous avez une formation en animation radio, on peut difficilement imaginer de faire ça en distanciel, par exemple. C'est peut-être quelque chose qui se prête plus dans le cadre du podcast, qui est un format web. Pour l'animation radio...
Pourquoi pas, hein. On va pas insulter Mais l'avenir. pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est parce que c'est une formation longue et donc il y a un besoin d'échange et de partage. Mais sur les formations courtes, par exemple, c'est vrai que on peut imaginer. Moi, j'ai déjà suivi des formations totales hybrides où il y a personne et c'est sur 3 semaines, un mois, je fais comme je veux. Et ça se fait très bien parce que c'est sur des compétences bien spécifiques. Mais par contre, c'est vrai que nous, sur les formations, nous, notre public, il est quand même très centré radio. En fait, c'est vraiment des gens de radio, que ce soit radio associative ou autre, qui viennent chez nous. Ouais, voilà. Ils ont besoin aussi d'échanger parce que les formations, c'est pas que on apprend un truc, c'est aussi on échange sur nos pratiques. C'est-à-dire comment tu fais dans ta radio, bah moi je fais comme ça. Ah ouais, pas mal et tout. Et donc ils échangent. Alors effectivement, les formations courtes, on peut le faire aujourd'hui puisqu'on peut faire de la synchrone et puis on va faire une classe virtuelle et puis on peut imaginer plein de choses aujourd'hui. Et ce qu'on peut imaginer en distanciel, c'est aussi élargir le champ des possibles. C'est dire bon, tu peux apprendre ça. Moi, je veux pas le faire, je veux pas parce que c'est pas le but de la formation. Mais par contre, tu peux aller voir telle vidéo, telle chaîne YouTube, tel machin, et on va ouvrir des possibilités sur plein de choses en fait. C'est ça qui est fort avec je pense le distanciel, c'est qu'on peut vraiment ouvrir quoi. La crise sanitaire, elle a forcé aussi bien les radios que nous formateurs Mais à ça a s'adapter. forcément changé les choses. Comment aussi. mener une interview à distance, c'est quoi le bon logiciel, etc. C'est quoi les bons conseils, comment gérer son interlocuteur en face, comment nous gérer notre son, le micro c'est une chose, ok, le lieu dans lequel on enregistre. Donc tout ça, en fait, forcément, on a dû s'adapter pendant ces moments-là. On a lancé aussi une formation donc de 28 heures, mais sur 7 semaines, à raison de chaque semaine, une notion de rendez-vous, 2 heures en e-learning, 2 heures à distance. Et du coup, en fait, ce qu'on faisait en pratique pendant le e-learning, par exemple, toutes les choses qui commencent s'enregistrent soi-même, alors que quand ils viennent en formation, nous, on a un studio mobile, ils viennent s'enregistrer eux-mêmes. Donc finalement, ils manipulent pas le matériel. Du coup, on a réintégré des choses qu'on faisait en distanciel dans le présentiel. Parce que même les gens qui viennent se former en présentiel, ils savent aujourd'hui que pour pas se déplacer, parce que parfois ils veulent interviewer quelqu'un qui est, voilà, ils ont besoin aussi de pouvoir le faire à la maison comme s'ils le feraient comme s'ils faisaient dans une formation à la maison. Donc cette notion en fait hybride, la pratique même radiophonique et du podcast, elle est obligée de s'adapter. Donc en fait, c'est prendre conscience de ça. Après, c'est une question de public. Il y a des gens, ils savent que ils veulent du présentiel, qui veulent un contact humain, qu'à distance, finalement, on se rend compte que parfois, c'est quoi le problème? C'est l'usage de l'ordinateur, avant même de commencer à monter le logiciel, ce genre de choses. Ça peut être ça pour certains publics aussi. Pour des questions d'accessibilité aussi, parfois à distance, c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas, une fois que c'est choisi, on a tiré nous aussi les mêmes enseignements, l'autonomie qui était assez forte, et puis le temps long qui permet la réflexion sur un projet éditorial, mais aussi une posture, parce qu'en fait parfois on a des gens qui vont être salariés, qui vont faire un podcast de communication, donc il va falloir qu'ils aient un livrable pour leur chef peut-être après la formation ou très peu de temps après. Bon, parfois on a des gens qui viennent se former à titre personnel. Et donc, du coup, est-ce qu'à titre personnel, ils deviennent leurs propres médias? Alors, ok, alors je travaille sur le podcast, mais après, dans la perspective de le diffuser, ça va être quoi? Toutes les problématiques qui sont attenantes. Donc, le temps long de 1 mois, 7 semaines, etc., mais avec quand même cette notion de rendez-vous, ça permet de faire accélérer aussi la posture de celui qui se lance avec son podcast en faisant son propre média. C'est aussi autour. Justement, Karine, vous revenez sur cette notion de public aussi par rapport au podcast. Et j'ai une petite question par curiosité. Est-ce que vous constatez, je sais pas, au niveau de la fréquentation des formations, est-ce que vous constatez des différences du point de vue du genre, du point de vue de l'âge? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont plus attirées par les formations, etc. Des femmes. Des femmes. Beaucoup de femmes viennent Je se m'attendais former à cette réponse. en podcast, mais c'est représentatif du milieu du podcast qui est extrêmement féminin. On a eu une évolution aussi du public. Au début, on avait des personnes, très investies dans le podcast, dans l'audio, qui arrivaient avec une certaine culture, qui avaient déjà écouté les podcasts qui se faisaient sur le sujet, sur le thème qu'ils voulaient aborder. Et puis, petit à petit, on a vu des gens arriver qui, très attirés par l'impression de facilité que donne le podcast. Simon, tout à l'heure, disait que les gens, ce qu'ils aiment dans le podcast, c'est la liberté d'écriture, la liberté de ton. Mais ce qui attire aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est facile à faire et que n'importe qui peut lancer son podcast. Donc, on a eu un public
qui voulait vraiment penser repartir à la fin de la journée avec son podcast tout fait. Qui n'était pas spécialement intéressé par l'histoire du podcast, la culture du podcast, les chiffres du podcast, qui sont les auditeurs, comment on les compte, comment on monétise. Tout ça, tout l'écosystème, en fait, ne les intéresse pas. C'est pas une généralité, hein, mais on a vu ce genre de public arriver en formation qui avait l'impression que qu'ils allaient lancer leur podcast avec succès, qui avait une vision un peu réductrice du podcast et qui avait de grosses attentes dans la formation. Donc on a fait des déçus, clairement. On a réfléchi à comment mieux positionner notre formation, mieux communiquer dessus pour pas faire ces déceptions. Mais on a vu un public clairement différent arriver. Sylvain ? Oui, non, sur la question de la parité, enfin, parce qu'on disait peut-être en animation, il y a plus de garçons. Alors, en radio, oui. Alors, ça évolue. Parce que nous, par exemple, à la Scole, on a déjà 8 promos. Au début, c'était effectivement plus de garçons. On a fait un travail, en fait. Nous, c'est la région Bretagne, en fait. On l'a pas dit, mais la formation, elle est gratuite, en fait, elle est payée par la région Bretagne. C'est en français, hein, on me pose toujours la question, c'est en breton. Pas du tout, c'est en français. Mais c'est la région Bretagne qui finance. Et donc, les stagiaires, en fait, suivent la formation. Ils n'ont rien à débourser. Et vu qu'on est accompagné par la Bretagne, à un moment donné, on s'est posé la question pourquoi il y a plus de garçons. Ah, parce qu'en radio, c'est des garçons. Mais non, pourquoi ? C'est pas normal. On va faire un travail. Donc, on est accompagné pendant 1 an et demi par un cabinet vraiment spécialisé. On a changé des codes, on a changé plein de choses. Aujourd'hui, on a plus de filles. Voilà, on a plus de filles qui suivent la formation, qui s'inscrivent parce qu'on a changé plein de choses. Hein. Donc, je vais pas tout raconter là aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais c'est parce que il y a un travail à faire en règle générale on fait pas parce qu'on pense qu'en radio c'est que les garçons. Non, on a fait ce travail. Aujourd'hui, on a plus de filles et donc on en est très content. Et je pense que voilà, il faut aller vers ça. Donc, et je pense que après le podcast, effectivement, on sait. Comme vous le disiez, il y a peut-être eu à un moment donné une vague un peu plus féminine. Ouais, au niveau de la production. Ça peut évoluer aussi. Alors, une dernière question rapide et après on laissera peut-être la parole à ceux qui veulent poser des questions. Simon, tout à l'heure, vous avez souligné cette obligation de plus en plus d'être polyvalent. Être polyvalent, on le voit dans un petit peu dans tous les domaines, hein, de plus en plus. Mais devenir polyvalent, est-ce qu'à un moment, c'est pas risqué de rester dans le superficiel un petit peu dans toutes les pratiques et ne plus jamais être spécialisé dans rien et faire les choses avec une vraie qualité ? Oui, moi j'ai fait Sciences Po et souvent on dit qu'à Sciences Po on sait parler de tout mais pas en profondeur, donc c'est un peu le même problème. Moi je pense que la polyvalence, au-delà de la nécessité, parce qu'on est dans un système qui va favoriser les gens qui peuvent un petit peu dépanner partout, je pense que la polyvalence à l'échelle d'une personne, c'est aussi un enjeu de plaisir, d'épanouissement. C'est usant de faire tout le temps la même chose. Et moi je le ressens quand je vois en formation les gens qui viennent au CFPJ, et quand ils font une formation, là l'autre fois c'était en photojournalisme et quelqu'un qui avait les larmes aux yeux à la fin de la formation parce qu'en fait on se rend compte quand on se forme qu'on est capable, peu importe de faire du podcast, du photojournalisme, du reportage, de l'écriture journalistique, mais en fait on se rend compte qu'on est capable de faire quelque chose qu'on ne pensait pas être possible. Et ça, c'est une déflagration dans une vie humaine. Et moi, ça m'est arrivé. Je souhaite à tout le monde que ça lui arrive un jour. Et je pense que c'est cet enjeu-là qui est très fort. Au-delà même des nécessités professionnelles. Après, est-ce que le fait d'être polyvalent va faire qu'on va être moyen partout plutôt qu'être excellent dans un domaine ? Je ne crois pas. Parce que la polyvalence, c'est un moteur, c'est du plaisir, c'est s'amuser à grappiller à droite à gauche et c'est se nourrir. Parce que on n'est pas bon en podcast. En tout cas, on peut être très bon en podcast en faisant que ça, mais on peut être excellent en podcast en faisant d'autres choses, en sachant écrire, en sachant filmer, en aimant des films, des livres, en aimant les maths, je sais pas. L'idée, c'est de s'ouvrir et la polyvalence, je trouve, c'est aussi construire des ponts entre tout ce qu'on fait. Et moi, j'adore les jeux vidéo, j'adore faire de la broderie. Et ben, c'est génial parce que je trouve qu'il y a des ponts à construire dans les deux. Alors, il n'y a pas de jeu de vidéo de broderie encore, mais c'est à créer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la polyvalence, c'est ça. Et c'est ça la formation. Et c'est pour ça qu'au CFPJ, on a plein de gens très différents qui viennent à nos formations et que souvent, on est bien content de les mélanger.
sauf sur des trucs très précis où là, on veut que les journalistes restent entre eux parce qu'il y a vraiment des pratiques précises. Mais sinon, c'est ça aussi la richesse. Et c'est ça le secret de l'enjeu de la polyvalence. Et après, si votre employeur est content parce que vous faites plein de trucs différents, tant mieux. Mais ça, c'est très secondaire pour moi. Okay. Et je pense qu'on ne doit pas dire qu'on peut être polyvalent et puis pas bon dans quelque chose, comme vous le disiez, quoi. Je pense que nous, en radio associative, on est polyvalent parce qu'on doit le faire. On est des petites équipes par nécessité, mais on peut être très bon dans un des domaines et puis on est polyvalent, on est des couteaux suisses. Et nous, dans la formation, la SCOL, c'est ce qu'on nous a toujours dit au début. Ouais, maintenant, vous allez former des gens où ils vont faire plein de choses, mais ils ne seront pas très bons dans... Mais si, parce que nous, on le fait et ça marche bien, puisqu'aujourd'hui, par exemple, si nos stagiaires sont recrutés à Radio France, c'est parce qu'ils ont mis les mains dans le cambouis dans la formation, qu'ils ont fait plein de choses et qu'à un moment donné, on se dit, ouais, c'est plutôt pas mal parce qu'on va vers des métiers où on va devoir savoir tout comprendre, pas forcément tout faire, mais tout comprendre, savoir que le réa, et puis peut-être un jour, on aura besoin de parler avec le réa et on saura de ce qu'il fait parce qu'on l'a fait à un moment donné en formation. Donc, je pense qu'on ne va pas dire qu'on peut être polyvalent et pas forcément bon dans un sujet. Un dernier mot, Karine, rapidement, comme ça, après on laisse la parole. Je pense que cette notion de pluridisciplinarité ou de polyvalence ou de do it yourself, c'est vraiment quelque chose qui émerge déjà depuis pas mal d'années. Après, c'est une question d'attitude. Il y a des gens qui préfèrent se spécialiser et faire qu'une seule chose et d'autres qui ont envie de toucher à tout. Mais recruter des jeunes aujourd'hui, vous verrez que c'est compliqué des fois de cloisonner des missions, des fiches de poste, etc. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est générationnel aussi. Mais cette envie de toucher mais c'est un pas peu qu'une question d'âge en fait. Regardez aujourd'hui toutes les questions autour du sens au travail, etc. Donc c'est un des sujets du moment. Et de toute manière, la formation, c'est toute sa vie, quoi. Moi, je dis, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai quand même appris le journalisme. Le jour où j'ai eu un prix du CFJ Next Journalism, on m'a présenté comme journaliste. Moi, j'ai jamais eu de carte de France à Radio France. J'étais côté programme. Et c'est pas parce que vous êtes côté programme que vous faites pas du reportage, de l'enquête, etc. Donc, ce côté, on sort des cases, etc. Dans le podcast, quelqu'un qui voudrait porter son propre podcast, par nécessité, à un moment donné, pour engager le projet, il est bien obligé. Et il apprend, et puis il se confronte à des choses, et puis peut-être qu'ensuite il va chercher de l'aide, etc. Et peut-être qu'un jour il va chercher un producteur, ou peut-être qu'il va chercher un réalisateur, peut-être qu'il va chercher un regard extérieur. En fait, il y a plein de manières après aussi de travailler avec les autres. Est-ce qu'on aime bien à la radio? Moi, j'ai bossé pour le Move, qui était une radio qui n'était pas implantée à la maison de la radio. Il n'y avait pas des assistants de prod, il n'y avait pas des réa, il y avait un animateur, une animatrice et un technicien réalisateur. Et en numérique, on a travaillé du coup d'une manière complètement différente. Moi, ça a été un marqueur de tout ce que j'ai pu faire par la suite. Mais cette notion d'équipe, elle est vraiment intéressante. Et le podcast, regardez comment se structurent aujourd'hui les équipes de podcast ou les studios. Eh bien, il y a des auteurs reporters. Il y en a qui vont qui vont peut-être aller vers du documentaire et être autonomes. Mais ils vont travailler avec des réalisateurs, avec des compositeurs musicaux. Enfin, voilà. Même si vous faites votre podcast de A à Z, est-ce que vous allez faire la musique, la création originale? Ok, alors comment vous allez briefer aussi? Donc en fait, à la fin, c'est les métiers de la radio. On va les voir dans le podcast arriver au fur et à mesure que le podcast réussit à trouver son modèle et sa professionnalisation. Voilà, merci beaucoup. On va consacrer les 5 dernières minutes qu'il nous reste au public, puisqu'après, il y a une autre table ronde qui enchaîne directement derrière nous, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Magnifique. Bonjour à tous. Par curiosité, quels sont les axes, les points sur lesquels les gens qui viennent en formation chez vous veulent le plus travailler? Est-ce que c'est l'aisance derrière le micro? Est-ce que c'est l'écriture, la confiance en soi peut-être, ou d'autres points? Qu'est-ce que les gens recherchent le plus en général? Apprendre à enregistrer du son et apprendre à monter du son. Les compétences techniques. Oui, il y a aussi, vous évoquez la confiance en soi. Je pense que c'est pas ce que les gens recherchent consciemment, mais c'est ce qu'ils obtiennent tous et toutes. Parce que déjà, il y a ce que je disais, ce côté waouh, je me rends compte que je suis capable de faire quelque chose de différent. Et puis, même en plus, souvent en formation, on a des gens, je sais de quoi je parle, qui n'ont pas toujours été très bons à l'école. Et c'est difficile de refaire de la formation quand on n'a pas été très bon, quand on a peur des notes, quand on a peur du jugement et tout. Donc là, ils se rendent compte que c'est possible, ça peut bien se passer. Et il y a vraiment cet élément de confiance. Et en plus, la voix, s'entendre parler, s'entendre dans un micro, c'est compliqué. C'est accepter qu'on existe dans le monde, en fait. Et ça, c'est un vrai truc aussi. Et bon, au bout d'un moment, quand on n'arrête pas de s'entendre pendant 13 jours de formation, ça va mieux et on s'accepte. Donc, je trouve que ça, c'est un élément très fort. On ne vient pas le chercher volontairement, mais on l'obtient souvent.
Quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que vous en pensez de The Joe Rogan Experience? Joe Rogan, c'est le podcast le plus écouté en ce moment. Et polémique aussi. Ouais. Moi, j'ai pas écouté, ça m'intéresse pas, mais je situe le personnage. Donc peut-être tu peux expliquer, mais donc c'est un podcasteur, donc qui est en exclu avec Spotify, il me semble. En exclu avec Spotify, hein, c'est ça. Voilà, et qui a été assez polémique, notamment par rapport à ses positions. C'était par rapport à Poutine, c'est ça? Non, je me souviens. Non, la polémique, Trump. C'était ça. Trump, c'était surtout ce qu'il a dit sur les masques. C'est ça. Ses positions pour les masques. Voilà. J'ai pris le temps d'écouter. En fait, pour moi, c'est bon, au-delà, parce que du coup, si on n'a pas écouté le podcast, on débat, mais en fait, c'est une figure, c'est-à-dire que c'est vraiment, d'ailleurs, c'est une des tables rondes qui a lieu bientôt, je crois, ou qui peut-être ce matin, c'est est-ce qu'on a des figures comme ça? Et en fait, Joe Rogan, c'est la figure du host américain, de l'animateur américain, et qui existe aussi dans le podcast, parce qu'en fait, on compare souvent la France et les États-Unis, mais en fait, en France, il n'y a pas l'éventail des radios associatives, des radios locales, des radios nationales, donc l'offre est pas du tout la même. Donc la figure, d'abord, nativement, ils sont entrepreneurs et ils sont showmen, donc ce principe d'être le host, l'animateur, et qui fait son propre show, c'est beaucoup plus fort qu'en France. C'est presque plus les codes de YouTube que du podcast ou de la radio. Donc du coup, on a ces figures, et donc toute la question est de savoir, est-ce que ces sortes d'influenceurs aujourd'hui du podcast, est-ce qu'ils commencent à émerger? Quelle place ils vont prendre? Et finalement, est-ce que le podcast sera dans les codes des réseaux sociaux qu'on peut avoir comme Instagram ou les chaînes YouTube, etc. Ou est-ce que ce sera un endroit préservé? Est-ce qu'il y aura une spécificité française? Moi, c'est ça que ça me fait dire ça. Et puis ça veut dire autre chose aussi, c'est que finalement, qui modère à la fin? C'est-à-dire que dans ce principe de l'agrégation du podcast et du fait que finalement, il n'y a personne à la fin, chacun est... Voilà, comment les plateformes vont s'organiser, et la première d'entre elles, c'est Spotify. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette affaire-là? Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Pas d'autres questions? Alors, je pense qu'on peut clore notre table ronde là-dessus, 13h58. Merci à tous les quatre. Voilà. Et plein de succès pour vos formations et projets respectifs, du coup. Merci à vous. Deux jours entièrement consacrés à la radio, à la musique et au podcast, et en direct sur connectonair.com. Paris Radio Show, audio, musique, podcast, scène musicale, Boulogne. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.